Welcome to Casa de Carne. We take the dining experience full circle. Who'd like to start? I'll have the baby back ribs, please. Oh, the ribs. Amazing. First time? Yes. Excellent choice. Follow me. Good luck. We'll be after. Bonsoir, et vous alors, qu'auriez-vous fait à sa place? Rassurez-vous, il n'existe pas encore de restaurant de ce type à notre connaissance. De nos jours, on a délégué cette tâche aux abattoirs, loin du regard du consommateur. Dans le monde, plus de 50 milliards d'animaux sont ainsi abattus chaque année pour satisfaire nos besoins en viande. À l'heure où les mouvements véganes et végétariens prennent de l'ampleur, on peut s'interroger sur notre propension à planter nos canines dans la chair. Malgré une prise de conscience sur les méthodes de production de viande, la très grande majorité d'entre nous continue à en manger. Alors à quel mécanisme psychologique fait-on appel, consciemment ou inconsciemment, pour nous placer au-dessus du règne animal? Nous allons tenter de répondre à cette question. Mais pour commencer, plongeons-nous dans la tête d'un carnivore, un passionné de viande. Attention, je dois encore vous dire que certaines images dans cette émission peuvent choquer. En tout temps, l'homme a chassé, l'homme a tué des animaux pour se nourrir. Les animaux sont là pour nous nourrir. J'aime en manger, j'aime la préparer, j'aime la faire partager. J'aime la viande. C'est goûteux, ça donne des sensations de papilles. Il y a plein de possibilités, mijoter, griller, barbecue. C'est un produit qui a du caractère, qui a du goût, qui est très différent d'une fois à l'autre. C'est un plaisir gustatif, c'est un plaisir personnel. Oui, j'aime la viande. Dans son échoppe lausannoise, Sébastien Lozet prépare, vend et même cuit de la viande pour ses clients. C'est qu'ici, on peut passer directement de l'étal à la table. J'ai passé 18 ans dans une ferme, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop prenant, trop de contraintes. Et j'ai choisi un métier assez proche qui est la boucherie. C'est un suivi par rapport à ce que j'ai vécu. On a élevé des animaux et puis là on les a transformés pour pouvoir les faire déguster à d'autres personnes. Aujourd'hui, difficile pour ce boucher-restaurateur d'imaginer un repas sans viande. La viande, c'est le pilier de l'assiette. C'est un aliment, mais ça peut être aussi considéré comme quelque chose de social. Quand vous invitez des gens, vous avez envie de faire plaisir, vous allez choisir un beau morceau de viande que vous allez proposer à table. Je pense que ça a un impact aussi sur la vie sociale. Ah oui, c'est bien posé, hein. On y va. Combien de personnes? À l'heure des manifestations de rue contre le réchauffement climatique, Sébastien Lozet ne nie pas les impacts environnementaux de l'élevage industriel. Manger de la viande actuellement, c'est un choix délibéré, c'est un choix de société. Il faut le faire de façon éthique et responsable. C'est-à-dire peut-être des élevages qui restent à taille humaine, avec des conditions pour les animaux qui soient acceptables également. Assassin! Les antispécistes, vous en pensez quoi? Ils ont le droit de ne pas manger de viande. Peut-être qu'ils doivent laisser aussi le droit aux autres personnes de manger. Laurent Bec, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes psychologue social, vous enseignez à l'Université de Grenoble-Alpes. Depuis quelques années, vous vous intéressez de près à notre comportement alimentaire. Vous avez réalisé des études autour de notre relation à l'animal. Alors, on vient de voir un passionné de viande, un vrai, qui nous décrit le plaisir qu'il a. C'est un boucher, il en mange quasiment tous les jours. C'est un sentiment que vous pouvez comprendre. Bien sûr, beaucoup peuvent le comprendre, puisque la consommation de viande est très importante. La viande fait partie finalement des aspects patrimoniaux du repas. C'est un peu la clé de voûte pour beaucoup de gens de l'alimentation. Dans le monde, chaque année, on consomme 312 millions de tonnes de viande. Donc ça dit bien effectivement l'importance qu'a cette composante dans l'alimentation. Alors, en réfléchissant à cette émission, on s'est dit qu'on allait entrer dans la tête d'un antispéciste. On en parle beaucoup ces temps. Vous nous avez conseillé de plutôt faire dans la tête d'un spéciste, parce qu'il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est en fait le spécisme? Alors le spécisme, c'est un mot qui a été forgé en référence au terme racisme, au terme sexisme. C'est l'idée qu'il y a une discrimination qui est basée sur l'appartenance à une espèce. C'est une discrimination qui ne se base pas sur des critères zoologiques, mais plutôt sur des critères anthropocentriques, c'est-à-dire l'individu qui se voit un peu au cœur du monde et qui va attribuer aux animaux un rôle, je dirais, dominé en quelque sorte. Les animaux qui sont conçus comme étant au service de l'alimentation ou de l'expérimentation pour l'être humain. Mais la consommation de viande, c'est une norme sociale ou un instinct? Alors, cette, bien sûr, est avant tout une norme sociale, puisque nous apprenons à consommer de la viande. Dans un repas de famille, si vous refusez la viande, vous allez tout de suite sentir des regards des approbateurs, peut-être des questions, vous devez vous justifier. Donc il y a effectivement des sanctions sociales qui sont exercées sur les personnes qui refusent de partager cette clé de voûte du repas occidental qui est la viande. Même la religion y est pour quelque chose, vous me disiez. Alors, il y a effectivement une influence significative des systèmes idéologiques et religieux qui vont faire en sorte de donner un statut particulier à la viande et un statut particulier également aux humains par rapport aux animaux. C'est-à-dire, dans le communisme, c'est bien le genre humain qui est effectivement visé. Dans les religions monothéistes, c'est l'homme qui, créé à l'image de Dieu, est au centre du monde et qui finalement est autorisé à utiliser les animaux pour sa consommation. Alors nous, on s'est renseigné, 86% de la population suisse consomme régulièrement de la viande. C'est une proportion en diminution ces dernières années, c'est le cas aussi en Europe. Par contre, si on prend l'ensemble de la planète, les carnivores sont toujours plus présents. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon où l'on vit, on ne consomme pas le même type d'animaux. Je vous propose, Laurent, de découvrir la séquence suivante. On va voir combien notre rapport à l'animal est construit socialement. Regardez. Pour cette expérience, nous avons invité 6 volontaires. Tous sont des consommateurs de viande. Nous leur avons présenté un échantillonnage représentatif des principales espèces élevées par l'homme. Alors Thibaut, vous pouvez venir vers moi. Thibaut, regardez devant vous, il y a une panoplie d'animaux. Ce que je vais vous demander, c'est de déplacer ce curseur là où il y a la frontière entre les animaux qu'il est possible de manger et les autres. Alors, pourquoi est-ce que vous avez mis ce curseur ici? Parce que j'ai un chat. C'est pour ça, c'est la seule raison. L'unique. C'est vrai qu'il y a ce lien affectif qui est trop présent. Le cochon d'Inde, il est plutôt à la maison à être caressé, le chien aussi, ainsi que le chat. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui vous semblent étranges à consommer parmi ceux-là? Alors le lapin, je ne mange pas de lapin. Parce que petite, j'ai eu une expérience, non pas d'un lapin que j'allais manger, mais j'ai vu un lapin se faire retourner la peau. Et depuis, d'ailleurs, jamais je n'ai mangé de lapin. Pour les autres, je pense que j'ai goûté à toutes ces jolies bêtes. Jusque-là, on est dans le conventionnel. Et là, c'est la limite où moi, j'irai. Ok. Donc en fait, d'après vous, la société s'arrête là, mais vous pourriez manger le cochon d'Inde. Si un jour on me propose du cochon d'Inde, je dirais peut-être pas non. Pourquoi? Par curiosité. Bon, je vais le mettre à peu près là. Pourquoi? Je me sens pas capable de manger ni du cheval, ni du cochon d'Inde, ni du chien, ni du chat, ni du lapin. Maintenant, s'il est cuisiné avec des petits champignons ou des olives, je vais en manger, quoi. Moi, par goût, je dirais que je m'arrêterai là.
La viande de cheval, c'est très bon, hein, ceci dit. Je pense que c'est lié à notre histoire personnelle, à chacun. Hein. Moi, par exemple, j'ai jamais vécu ni à la campagne, j'ai jamais eu d'animaux domestiques chez moi, donc je suis un peu... comment dire, j'ai pas trop d'a priori par rapport à ça. Si on pouvait, on ne devrait pas les manger du tout. Si on pouvait. Ouais. Dans quel sens? On peut pas? Une autre sorte de nourriture. Ah, mais on peut ou on peut pas? Bah là, oui, on peut, mais pourquoi lui on le mangerait? Et puis lui on ne le mangerait pas? Parce qu'il est mignon, il est plus petit. Donc pour vous, c'est compliqué en fait de mettre un curseur, une frontière. Mais oui, quelque part, je trouve que c'est dommage de mettre une frontière, parce qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre les uns et les autres. Il ne devrait pas y avoir de différence entre les uns et les autres. Ce dernier témoignage nous rappelle que nous appartenons tous au même règne animal. Sauf qu'avec l'industrialisation de l'élevage et de l'abattage, notre rapport aux autres animaux a profondément changé. L'animal de rente à la ferme, encore très présent il y a quelques décennies dans notre environnement immédiat, est aujourd'hui largement cantonné dans des exploitations fermées. Les abattoirs ont été sortis des villes et on y tue désormais à la chaîne. La viande est devenue un produit soumis aux lois du marché. C'est du moins l'avis de Fernand Cuche, cet ancien agriculteur et conseiller d'État. Vous êtes un spéciste? Oui, je suis un spéciste qui réfléchit. Je suis un spéciste qui a élevé des animaux pendant une quarantaine d'années en étant très attentif à ces animaux. Pour la vente directe, nous les avons accompagnés jusqu'à l'abattoir. Et j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Moi, je croquais dans la viande comme je croquais dans une pomme. Je suis né dans une famille de paysans bûcherons. Un petit domaine, un peu comme ici, 7-8 vaches en production laitière. Puis il y avait un peu tous les animaux de la ferme. Hein. Il y avait les lapins, il y avait les poules, les cochons, le chien, les chats. Nous étions dans la proximité, quoi. Au fond, l'animal, c'était un compagnon, mais en même temps, il servait. On faisait de l'élevage pour pouvoir passer les années. Et le cochon, il nous accompagnait, mort, débité pendant tout l'hiver, avec le lard, les saucisses sèches, les jambons à la saumure, etc. Donc, on n'avait pas l'impression, comme on peut l'avoir aujourd'hui, que ça pouvait être injuste. Au moment de l'abattage, c'était organisé avec le boucher. On chargeait la bête, on arrivait à l'abattoir. Il était prêt, la bête entrait, et hop, la bête tombait, et on avait à peine le temps de voir ce qui allait se passer. On n'a jamais vécu ça heureux, facile, décontracté. Le jour d'avant, la nuit d'avant, le sommeil était difficile à trouver. On avait de la peine à se séparer de ces bêtes, mais voilà, ça participait aussi à la nécessité de trouver un revenu sur cette exploitation de montagne où les animaux, ça peut être des chèvres, des moutons, des bovins, ils mettent en valeur les herbages. Et puis à la fin du parcours, cet animal qui a mis en valeur les paysages, qui a permis de vivre sainement dans un environnement qui est naturel, on est aussi moins culpabilisé par rapport à sa sensibilité de le considérer après comme un bien alimentaire. Aujourd'hui, on est bien loin de cette image idyllique d'adéquation de l'animal à son environnement. L'élevage s'est complètement industrialisé, l'intensif est devenu la règle. On engraisse même le veau en HLM. Et dans les abattoirs, on tue et on désosse à la chaîne. Nous marchons sur la tête. Nous allons droit dans le mur. Le modèle économique qui s'imposait à l'industrie s'est progressivement imposé à l'agriculture. Et comme le minerai était considéré comme une matière première pour la métallurgie, l'animal de rente a été considéré comme une matière à disposition de l'agroalimentaire. Et il y a eu une dérive, je trouve, extrêmement grave, parce que cette production de viande intensive
ne se fait pas dans un cadre de durabilité. On a un système de production qui dépend complètement de cette consommation massive de viande. Quelque part, c'est fait pour amener en masse des quantités de viande sur un marché. Le système, dans son ensemble, a besoin de cette consommation et développe toute une série de stratégies pour la susciter, pour la créer, effectivement, que ce soit à travers des campagnes de marketing, des actions aussi, de toujours tenter le consommateur autour de ce produit, comme on va le faire autour de n'importe quel autre produit, finalement. Qualité, convivialité, plaisir. Jamais le processus qui a mené la belle brochette ou la côte de bœuf dans notre assiette n'est évoqué. On vend aujourd'hui steak, saucisses ou côtelettes en escamotant leur origine vivante. On a aussi tout le côté culturel, quelque part, qui a beaucoup donné d'importance et de centralité à la consommation de viande. Donc il y a aussi là une forme de contrainte sociale, au sens large du terme. Donc c'est la manière de consommer la viande qui est le fruit d'un système social et économique actuel. Ça a son origine dans cette profusion de viande. Ça a été réapproprié par des pratiques qui sont culturellement ancrées, socialement construites, socialement reproduites aussi, et qui font que, voilà, finalement, dans l'ensemble, manger de la viande, c'est ce qui est normal. Moi, je comprends le mouvement vegan, moi, je comprends le mouvement des associations de protection des animaux, parce que on a tellement été dans l'intensif, avec une indifférence grave à l'égard de l'animal, que heureusement on a des mouvements de protection des animaux qui se sont mobilisés pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ces longues chaînes de transformation qui se sont créées pendant le XXe siècle, qui mettent une grande distance entre le lieu de production et la consommation, avec le système des supermarchés notamment comme lieu d'approvisionnement, on fait que c'était facile de consommer de la viande sans le relier symboliquement, consciemment, complètement au fait que c'était un animal. Bien sûr, cognitivement, on sait que c'est un animal, on n'est pas ignare, on n'est pas stupide en tant que consommateur. Par contre, de le lier à un animal vivant, au fait qu'il ait fallu et qu'il y ait eu une mise à mort, c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette production et cette consommation de type industriel, on va dire, de la viande, il y a une chosification de l'animal, un être vivant qui est finalement transformé en bien de consommation. Aujourd'hui, vous ne verrez plus les têtes de cochon que nos bouchers d'antan disposaient dans leur étal un bouquet de persil dans le groin. Ni d'ailleurs les quartiers entiers de bœuf ou de porc crochetés et pendus à l'arrière de la boutique. Découpé, conditionné et emballé sous cellophane, l'animal n'est plus qu'un amas de barquettes dans les rayons. Le lien direct entre animal et viande aurait-il à ce point disparu de nos inconscients de carnivores modernes? Nous avons voulu le vérifier. Venez seulement, asseyez-vous autour de la table. Pour cette expérience, nous avons convié 6 volontaires à partager un repas. La seule consigne que j'ai à vous donner, c'est de profiter et d'avoir du plaisir en mangeant. Bon appétit! Merci. Au menu, 2 succulents poulets fermiers que nos convives se sont empressés de préparer et de manger. On va se battre pour les cuisses, c'est ça? Ah, moi je préfère le blanc. Je me sers. Bon appétit à tout le monde. Merci, bon appétit. J'ai été largement servi. Entre l'aile et la cuisse, au détour des Solilès, nous avons fait entrer l'invité surprise du festin. Ça va, merci. Ah, merci. Oh, Thibaut, tu en veux? Je pense qu'on est en train de manger ta copine. Eh ben, qu'est-ce que vous avez dit? Je pense qu'on est en train de manger sa copine. Bah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, cette poule que j'ai dans les bras, s'appelle Poulette. Et ben, elle était avec les 2 autres ce matin. Et puis, elle a échappé belle aujourd'hui, puisqu'elle est encore dans mes bras. C'est son jour de chance. C'est son jour de chance, ouais. Tout de suite, ça m'a pas fait grand-chose. Parce qu'elle était vivante, et l'autre, je voyais pas une poule, je voyais un poulet. Je voyais de la nourriture. Alors que la poule qui est arrivée dans les bras de Luigi était plutôt une poule
et non pas un repas. J'aime les animaux, moi j'en ai pas, mais c'est pas quelque chose à quoi je pense quand je mange de la viande. Là, honnêtement, je voyais pas le poulet vivant, je voyais un morceau de viande. On va amener une cage ici, comme ça vous pouvez la regarder encore un petit moment, d'accord? Elle regarde ses copines au tout cas. Oh bah moi, elle a une vue sur son avenir du coup. De toute évidence, l'entrée en scène de Poulette n'a pas vraiment entamé l'appétit de nos convives pour ces sœurettes. Poulette est là. Je vous la mets là, comme ça elle vous fait compagnie pendant que vous mangez. Hein? Vous pouvez même lui parler si jamais. Hein? Et vous pensez que vous seriez senti capable de la tuer vous-même? Non. Pour la manger? Bien capable de la manger, mais pas capable de la tuer. Alors par contre, si je l'avais vu, ces poulets ce matin, j'aurais pas pu non plus. Tu dis que si tu l'avais vue ce matin, tu pourrais pas la manger? Donc tu pourrais pas manger celle-là? J'ai cette distanciation entre le poulet vivant puis le poulet que je mange. J'y pense pas du tout. Je pense qu'à mon plaisir gustatif. Hein. Il n'y a pas un moment où j'ai une gêne par rapport au fait de manger un animal. Je pense pas à ce qu'il était avant et qu'on a dû le tuer pour que ce soit ma nourriture. Bon, après, si elles existent, c'est bien pour qu'on les mange, non? Donc on mange leurs œufs. Dans l'absolu, non, mais le fait que depuis tout petit, on nous sert un aliment et on ne nous dit pas « tiens, je te sers un veau », tiens, je te sers un bout de vache, je te sers un steak. Quand on dit « mange du poulet », c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si on détachait le nom de l'animal. On dit ben, c'est du poulet, mais c'est plus assimilé à la viande qu'à l'animal qu'on verrait dans une basse-cour. Les gens mangent de la viande parce qu'elle est désanimalisée. Parce que justement, lorsqu'on présente une pièce de viande, c'est un objet à consommer et c'est plus l'animal. Je crois que notre cerveau nous protège un petit peu, peut-être. On essaye de pas trop penser. J'ai mangé un poulet fermier sans forcément penser à la cocotte qui courait dans l'herbe avant. Laurent Bègue, c'est assez fou de voir que rationnellement, on voit clairement que ce qu'on est en train de manger dans l'assiette, c'est en fait cet être vivant qui est en face de nous et pourtant on continue à manger tranquillement. Notre cerveau est assez efficace. Oui, en fait, ce que l'on voit, ce n'est pas finalement une poule, ce sont des morceaux de viande sur pâte, en quelque sorte. Il y a une sorte de désanimalisation qui se produit. Finalement, la cage, elle est un peu dans le système conceptuel des observateurs qui ne voient pas un être vivant, mais qui voient plutôt, effectivement, un ingrédient alimentaire qui se trouve devant eux. Et donc, cette désanimalisation est indispensable pour pouvoir continuer à consommer de la viande ? Alors, pas nécessairement. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des grands banquets dans les hautes familles où des animaux étaient déposés entiers sur les tables. Ça ne posait de problème à personne. Et aujourd'hui encore, selon les cultures, c'est une pratique qui n'est pas choquante. Mais notre civilisation plus policée, plus sensible, a besoin de croire qu'elle ne blesse pas des êtres vivants. Et donc, pour cela, on lui présente des morceaux de viande bien empaquetés qui, finalement, ne menacent pas l'individu qui les consomme. C'est sûr qu'il y a un moment clé auquel on ne pense pas lorsqu'on consomme la viande, c'est le moment de l'abattage, le moment où on tue la bête. Dans une société industrialisée, on a délégué cette tâche à d'autres personnes que celui qui mange l'animal. Du coup, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on serait toujours attiré par la viande si on devait tuer nous-mêmes l'animal. Regardez la séquence suivante, elle est assez parlante. Another one. You gonna do it? Stop! 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 Rassurez-vous, c'est de la fiction. Dans la réalité, on a délégué la mise à mort des animaux que l'on consomme à des spécialistes. Dans nos abattoirs, on les appelle les tueurs. L'un d'entre eux a accepté de nous parler de son métier, mais la question est si sensible qu'il n'a pas souhaité apparaître à visage découvert par crainte de représailles. C'est une question de sécurité, car à l'heure actuelle, avec les antispécistes, nous sommes des cibles faciles, on ne peut pas se défendre. Moi, je dois gagner ma vie.
Je pense faire quelque chose de très juste. Je lutte contre l'industrie. Je fais partie d'une économie agricole locale. Et de prendre des risques, de montrer qui je suis à des gens qui ne comprendraient peut-être pas ma manière de penser, de voir le monde. Je trouve que c'est des raisons suffisantes pour me cacher. Pour abattre les animaux qui lui sont amenés, essentiellement des chevaux et des vaches, notre boucher-tueur utilise un masque. En fait, une sorte de pistolet qui, par percussion, fait entrer une tige de métal dans le cerveau de l'animal. Les outils d'étourdissement, c'est instantané. L'animal perd connaissance. Et ensuite, on fait la saignée. C'est ce qui est la mort officielle. Alors le but, c'est de faire le plus vite possible. La raison de ça? Pas que le cœur s'arrête avant, ce qui empêcherait la saignée de se dérouler correctement. Si le sang reste dans la viande, ça empêche la conservation. Tuer des animaux, ça vous pose pas de problème particulier? Je ne vais pas dire que ça me pose des problèmes. C'est quand même une certaine sensation. C'est quand même un acte qui doit être fait juste et de ne pas le prendre à la légère. C'est plutôt une responsabilité, une gestion, qu'un sentiment. Mettre à mort un animal, c'est un métier déjà, ça s'apprend. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un savoir-faire. C'est sûr que ça nous touche moins vu que ce n'est pas nos bêtes. On a un autre lien avec l'animal. Dans ce petit abattoir de campagne, 2 à 3 bêtes par semaine provenant de la région passent de vie à trépas. Leur viande est écoulée dans des circuits de distribution locaux. Ici, on est bien loin des cadences infernales des abattoirs industriels. Moi, je pense que c'est ce procédé de surconsommation, le problème. Les gens veulent toujours tout à moins cher. L'industrialisation amène des coûts qui ne mettent plus en valeur le travail. Ces grands groupes essayent toujours de plus rationaliser, donc plus centraliser surtout. On oublie de prendre en compte le facteur humain et animal. Ça incite les gens à des dérapages et des bavures. Des dérapages qui nous rappellent que pour manger de la viande, on tue à la chaîne. Et parfois, on massacre. Ces images choquantes ont contribué à une prise de conscience dans l'opinion publique. Le consommateur est désormais sensibilisé et des protocoles d'abattage ont été établis. Dans plusieurs pays, dont la Suisse, on a introduit des textes de loi parlant de la dignité et du bien-être des animaux. Le monde de la science, lui aussi, a contribué à une meilleure connaissance de la réalité animale. On sait aujourd'hui que les capacités cognitives et émotionnelles de certains animaux sont bien plus étendues que ce qu'on imaginait. Des découvertes qui mettent à mal le principe d'omnipotence de l'homme. Les derniers jours de Mama, une femelle chimpanzé de 59 ans. À son chevet, Jan van Hoof, professeur de biologie à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Les deux se connaissent depuis 40 ans. Des mains qui se cherchent, des caresses. Au seuil de la mort, le bonheur de se retrouver. Comment ne pas voir empathie, affection et tendresse dans ces derniers instants partagés? Des émotions, des sentiments qu'on ne prête en principe qu'au genre humain, mais qu'on reconnaît de toute évidence au chimpanzé, un animal très proche de nous. Eh bien, il faudra désormais étendre cette reconnaissance de l'émotion animale à beaucoup d'autres animaux, grâce notamment aux travaux du professeur Alain Boissy, chercheur à l'INRA et directeur du Centre national de référence pour le bien-être des animaux. On a cherché à mettre en évidence que les animaux ne sont pas que des êtres réactifs, mais qu'ils ont leur propre
univers en fait à la fois sensoriel et émotionnel. Les animaux qui nous sont proches, comme les moutons par exemple, sont capables de ressentir des événements, de les évaluer. Ils ne font pas que exprimer des réactions émotionnelles, mais ils ont vraiment une expérience émotionnelle que l'on peut commencer à décrypter. Pour ce faire, Alain Boissy et son équipe ont utilisé des ovins. Dans une première phase, de la nourriture a été placée dans un seau à l'intérieur de l'enclos, dans lequel on a fait entrer les animaux à tour de rôle. Quand on place ce seau d'un côté, il est récompensé avec de l'aliment. Quand on place le seau de l'autre côté, eh bien, on a une petite trappe qui se soulève et derrière cette trappe, il y a un blower en fait, qui effraie l'animal. Et très rapidement, l'animal finit par ne plus s'en approcher pour éviter cette situation. Dans une deuxième phase, les animaux ont été séparés en 2 lots. Le premier a été maintenu dans des conditions les moins stressantes possibles. Le second, en revanche, a été soumis de manière répétée à des événements intempestifs et contraignants. Après quelque temps, les animaux ont été replacés individuellement dans le dispositif initial, mais cette fois avec un seau contenant de la nourriture placé au milieu de l'enclos. Ce qu'on voit ici, c'est que nos animaux élevés de manière la plus conventionnelle possible, vous voyez, finissent par s'approcher du seau placé au milieu, donc comme si le seau était récompensé, alors que nos animaux qui ont été soumis à cette période de contrainte au préalable, vous voyez qu'ils ne s'approchent pratiquement pas du seau, qui montre bien que l'animal a plutôt une représentation négative, comme si le seau était associé à la punition. Mais ça veut dire quoi en termes d'émotion de l'animal? Et bien là que son état émotionnel, ce n'est plus une émotion à un instant T, fugace, mais c'est un état émotionnel qui va perdurer dans le temps et qu'il va lui-même entretenir, en fait, en ayant une représentation, une vision toujours négative de la situation dans laquelle il évolue à l'instant présent. Comme chez l'humain, on parlerait d'individus pessimistes. Donc il y a une persistance de l'émotion. On passe plutôt sur le côté non plus émotionnel, d'une émotion ponctuelle, mais à un état d'humeur, à un mal-être, finalement, qui va perdurer dans le temps. C'est des recherches importantes parce qu'elles nous renseignent sur la capacité que les animaux ont à avoir des états subjectifs et en particulier des états subjectifs liés à l'émotion. Et donc, dans le contexte actuel, disons, c'est très très important de se renseigner sur ces capacités-là parce qu'elles vont conditionner un peu notre façon de réagir face à des problèmes sociétaux qui sont l'élevage, comment est-ce qu'on doit maintenir les animaux. Le fait qu'ils éprouvent des émotions, et que ce soit par ailleurs des animaux d'élevage, donc qui sont maintenus pour certains dans des conditions qui causent visiblement de la souffrance. Alors ça peut être de la souffrance physique, mais ça peut être de la souffrance émotionnelle. Bien sûr que ça doit changer notre regard et clairement les données qui montrent ça, qui le montrent de mieux en mieux, font que nous avons des précautions à prendre vis-à-vis de ces animaux. Et il n'y a pas que les capacités émotionnelles des animaux qui doivent nous interpeller. Quantité d'entre eux font preuve de compétences cognitives nettement plus grandes que ce qu'on leur a toujours prêté. Comme cet oiseau plutôt futé qui pose carrément un appât pour s'offrir un petit encas poissonneux en guise de déjeuner. Et ici, cette expérience menée conjointement par l'Institut Max Planck et l'Université d'Oxford montre que le corbeau est capable de construire un outil pour faire fonctionner un dispositif lui procurant de la nourriture. Une preuve de sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Quant à Hamlet, un cochon pensionnaire de l'Université de Pennsylvanie, il sait utiliser un joystick pour se nourrir. Chaque fois qu'il dirige le poing dans une partie bleue de l'écran, il reçoit des friandises.
Je crois qu'en partie, on sous-estime les capacités cognitives des animaux, peut-être pour des raisons de confort. C'est plus facile de tuer ou d'élever dans de mauvaises conditions des animaux auxquels on attribue peu de cognition. Mais ce n'est pas la seule raison, hein. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Mais une des raisons, c'est bien sûr que c'est confortable de ne pas penser à ces animaux qu'on fait souffrir. Vous savez, moi je mange du foie gras. À ce moment-là, évidemment, je ferme ma conscience sur ce que ça implique pour l'animal. Donc, est-ce qu'on a encore le droit de manger de la viande? Dans l'univers animal, il n'y a pas de droit à la vie, les prédateurs mangent les proies, donc le droit à la vie, ça n'existe pas. Est-ce que nous avons le droit de manger des animaux? Je pense que oui, à la condition unique et très claire de les respecter aussi longtemps qu'ils sont vivants et de les tuer humainement, sans souffrance. Même si on ne sait pas si certains animaux ont des états émotionnels très proches des nôtres, mais qu'on voit qu'ils ont quand même quelque chose un petit peu qui s'en approche, eh bien, le principe de précaution demanderait que, justement, on évite de les mettre dans des situations qui leur causent du stress, qui leur causent de la douleur. Et donc, la position spéciste à proprement parler, c'est-à-dire il y a moi d'un côté, être humain, et tous les autres, je m'en fiche, ça, c'est absolument pas tenable, c'est clair que non. Laurent Bègue, on sait aujourd'hui que la viande que l'on consomme n'est pas forcément bonne pour notre santé. On sait aussi grâce à la science que les animaux ont un ressenti et qu'ils ont un état émotionnel constant durant leur captivité et pas simplement au moment de l'abattage. Lorsqu'on sait tout ça, est-ce que la position spéciste est encore viable ? Elle est probablement intenable jusqu'au prochain barbecue. En tout cas, effectivement, nous devons gérer cette tension entre l'appétence pour la viande, que nous avons évoquée déjà, et puis la connaissance des conditions de production de cette viande. On vient d'entendre, par exemple, quelqu'un qui a évoqué son intérêt pour le foie gras, tout en connaissant, finalement, les capacités émotionnelles et cognitives des animaux. Or, on sait que le foie gras n'est pas produit dans des conditions sans souffrance pour les animaux. C'est d'ailleurs pour cela que dans beaucoup de pays européens, sa production est interdite. Alors cette opposition que vous amenez, on l'appelle dissonance cognitive en psychologie, c'est juste ? Voilà, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a un déséquilibre, une tension entre deux cognitions et il faut résoudre ce problème éventuellement en modifiant mentalement certaines réalités. Par exemple, nous allons minimiser les capacités émotionnelles et cognitives des animaux. Finalement, les animaux, ce seront de simples légumes, en quelque sorte, et ça nous permet de penser qu'il est possible de les consommer sans difficulté. Et il y a d'ailleurs une expérience assez connue pour parler de cette dissonance cognitive que vous nous avez conseillé de réaliser devant nos caméras. Il s'agit de l'histoire de la vache au destin funeste ou paisible, selon le scénario. Nous l'avons reproduite avec nos sujets volontaires. Regardez. Pour réaliser cette expérience, nous avons donné rendez-vous à nos participants dans une ferme de la campagne genevoise. Nous avons divisé nos volontaires en deux groupes. Suivez-moi. Alors, venez par ici. À tour de rôle, chaque groupe de 4 personnes a été invité à venir faire la connaissance de la même vache qui avait été isolée du troupeau et placée dans un enclos séparé. Je vous ai fait venir ici parce que je voulais vous présenter cette vache. En fait, cette vache que vous voyez est élevée en plein air dans ce box et dans un pré voisin. Elle est principalement nourrie avec du fourrage et le paysan qui s'en occupe la traite matin et soir. Dans quelques années, lorsqu'elle sera moins productive, cette vache continuera à vivre ici jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse. Vous pouvez la regarder un petit moment. Alors, venez par ici. Au second groupe de 4 volontaires, nous avons évoqué un destin de la vache assez différent. Dans quelques mois, lorsqu'elle sera moins productive, elle sera amenée à l'abattoir, elle sera tuée et découpée en morceaux pour l'alimentation. Vous pouvez la regarder un petit moment. À la fin de l'expérience, tous les membres de chaque groupe ont rempli individuellement un formulaire comportant diverses questions. Nous leur avons demandé d'estimer sur une échelle de 7 degrés, allant de faux à vrai, dans quelle mesure l'animal qu'il avait vu auparavant pouvait éprouver différentes émotions. Dans un deuxième temps, toujours sur la base de la même échelle,
nous leur avons demandé d'estimer l'intelligence de la vache. Et nous avons fait la moyenne chiffrée des réponses de chaque groupe. Le premier groupe à qui il a été indiqué que la vache aurait un destin paisible a reconnu à l'animal d'importantes capacités cognitives, soit de l'intelligence, en lui attribuant une moyenne de 4,5. De même, avec un score de 4, ce groupe a aussi reconnu à l'animal des capacités émotionnelles conséquentes. Pour moi, les animaux ont des sentiments, peut-être pas les mêmes que les êtres humains, enfin, c'est-à-dire pas au même degré, mais ils ressentent des choses. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de faire des liens entre les choses. Donc elle a une forme d'intelligence émotionnelle que je pense la plupart des animaux ont. On sait que les cochons sont très intelligents aussi. Je vois pas pourquoi une vache le serait pas. Peut-être un peu moins, mais elle l'est aussi. Elle doit sûrement ressentir des choses. Le fait de savoir que son futur n'est pas catastrophique a changé ma perception de l'animal dans l'instant présent, certainement. Dans quel sens? Peut-être qu'avoir l'information sur sa destinée m'a quelque part rassurée. Peut-être un instinct de protection qui fait que quand on voit un animal et qu'on sait qu'il va lui arriver quelque chose, on a envie de le défendre. Alors que là, j'étais plutôt sereine par rapport à ses conditions actuelles et futures. Dans le second groupe, celui à qui on a évoqué le destin funeste du bovidé, nos volontaires ont minimisé les capacités émotionnelles de l'animal, en ne lui attribuant qu'une moyenne de 3. De même, avec un score de 2,75, ils n'ont reconnu que très peu d'intelligence à la vache. Bon, il y a de l'instinct, il y a pas mal d'instinct, et puis ce qu'on appelle, je sais pas, le cerveau reptilien, mais il y a quand même un petit peu plus. C'est pas non plus des animaux entre guillemets très basiques, ils sont quand même un peu évolués, mais bon, après, comparé à un humain, c'est en dessous d'un point de vue intelligence et développement, mais la plupart de ces animaux-là finissent en abattoir, donc intelligence, ouais, moins, et ils en ont pas forcément besoin de beaucoup pour ce qu'ils font et pour survivre. Moi, je pense, c'est peut-être personnel, qu'un animal n'a pas la même réflexion qu'un être humain. Il ne va pas rechercher tous les détails, etc. Et tout ça, c'est plus basique, sa façon d'être et de penser. Et principalement, manger, dormir, être bien avec son propriétaire, ce sont des choses essentielles pour lui. Le reste, je ne pense pas qu'ils vont chercher aussi loin que ça, quoi. Ces résultats montre la manière dont on lutte contre la dissonance cognitive que peut représenter la consommation de viande. Tous nos volontaires mangent de la viande, mais aucun n'aime faire souffrir inutilement des animaux. Quand on leur rappelle la réalité de l'abattoir pour la vache, le fait de minimiser les capacités émotionnelles ou cognitives de l'animal contribue à diminuer la dissonance que l'on éprouve à l'idée d'en consommer la viande. Tiens, elle préfère ça. Non, mais c'est un peu hypocrite parce que je mange de la viande, donc je pense à l'animal, j'essaie de me renseigner au maximum d'où il vient, de consommer au plus juste de mes valeurs. Et ça me rassure aussi de savoir que ça a été fait dans des bonnes conditions. Mais ça reste un comportement qui est profondément ancré en moi de manger de la viande. Et du poisson, et du poulet, et plein de choses. Outra vez de comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Les interrogations de ce petit Brésilien sont à l'image de celles que toujours plus de consommateurs de viande se posent. Des questions renforcées par les connaissances scientifiques sur le ressenti des animaux. Nous sommes toujours plus nombreux au moment de l'achat à orienter nos choix vers des viandes produites dans des conditions respectueuses de l'animal. Même chez certains éleveurs, la prise de conscience de la souffrance animale a conduit à des changements radicaux. C'est le cas de la famille Catriner en Suisse allemande.
Non, je ne peux plus faire ça. La peur de la mort, le stress, les animaux en souffrent toujours énormément. Et cela, je l'ai ressenti. Ils éprouvent cela intensément déjà quand ils sont ici à la ferme. Ils savent ce qui est en train de se passer. Imaginez-vous, si on vous chargeait, vous, dans un camion ou dans une camionnette. C'est la même chose pour les animaux. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Ce que cet agriculteur de l'Oberland zurichois refuse désormais de faire, c'est mener ses bêtes à l'abattoir. Une décision qui s'est imposée progressivement. J'ai grandi dans une ferme et ma femme aussi. Elle a grandi ici, dans cette ferme, et moi dans une ferme de Suisse centrale. Et c'est une empreinte extrêmement forte. On ne sait rien d'autre, on ne connaît rien d'autre. On a grandi comme cela et on pense que c'est normal. Quand nous avons repris la ferme, je visais des rendements laitiers élevés. J'ai même ajouté des aliments concentrés aux céréales pour améliorer les performances. Produire du lait, c'est produire de la viande. Les vaches doivent être portantes. Chaque année, elles donnent naissance à un veau qui finit en principe à l'abattoir. Un jour, Tony Katriner ne l'a plus supporté. Comme il n'a plus supporté de devoir abattre ses vaches laitières après 4 à 5 ans, quand les rendements baissent, alors qu'elles peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente et cela a commencé parce qu'à un moment donné, j'ai remis ma vie en question. Pourquoi suis-je ici? Quelle est la raison? D'où est-ce que je viens? Y a-t-il un sens plus profond dans la vie que de gagner le plus d'argent possible ou d'avoir un plus gros tracteur que le voisin? Ensuite, les enfants sont arrivés et cela a de nouveau tout changé. Nous sommes devenus parents. Dans l'étable, finalement, nous enlevions aux animaux leurs enfants. Avec le temps, je suis devenu beaucoup plus sensible. J'ai perçu des choses que je n'avais jamais perçues auparavant. Et je les ai aussi laissées entrer en moi. Aujourd'hui, les animaux sont pour moi nos frères et nos sœurs. Quand tu en arrives là, ce n'est plus un processus qui se passe dans ta tête, cela se passe dans ton cœur. Et si tu regardes avec ton cœur, alors tu ne peux plus faire ça. Ce n'est plus « dois-je le faire ou pas ?» tu ne peux plus le faire. L'exploitation est devenue une ferme didactique ouverte aux visiteurs. Les Katriner ont rejoint l'association Hofnar. La cinquantaine de vaches et de veaux sont nourris avec le fourrage des prairies environnantes. Visites et parrainages permettent d'assurer l'entretien des animaux. C'est devenu une ferme de vie pour les animaux. Cela signifie que nous n'utilisons plus les animaux d'aucune manière. Ils vivent avec nous. Nous essayons de leur donner la meilleure vie possible et ils peuvent rester ici jusqu'à ce qu'ils meurent de cause naturelle. Pour faire vivre sa famille, l'agriculteur s'est lancé dans la production fruitière. Il utilise le bois de son domaine pour chauffer son exploitation. Une reconversion qui a demandé du courage. Il y a tellement de raisons qui font que les gens ne changent pas. Il y a peut-être les raisons matérielles, la recherche du luxe, l'environnement immédiat, les collègues. Que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ainsi de suite. Souvent, on n'a pas le courage. Et puis, c'est beaucoup plus facile de faire comme la masse des gens. Ah, celui-là a ça. Mais quand tu sors de la masse, alors tu ne peux plus le faire. Tu dois suivre ton propre chemin. Et beaucoup de gens n'ont pas ce courage. Ce sont des choses dont on doit prendre conscience.
Qu'est-ce que je garde en vie ou qu'est-ce que je ne garde pas en vie en ne faisant rien? Parce que ne rien faire, c'est aussi une décision. Tony, Yvonne et leurs 4 enfants ont choisi d'agir aussi à travers leur mode de vie. Ils ont non seulement cessé d'exploiter leurs animaux de rente, ils sont aussi devenus véganes. Sur la table familiale, les produits carnés comme les produits laitiers sont totalement bannis. Et on ne porte plus de cuir, ni aucun autre dérivé de l'élevage industriel dans la famille Katriner. Laurent Bègue, à l'image de cet éleveur, toujours plus de personnes en Suisse deviennent véganes. Donc en fait, c'est possible de changer. Le changement, bien sûr, est possible, mais très souvent, il doit être progressif pour durer. La plupart des personnes qui changent brutalement ne maintiennent pas leur ligne comportementale dans la durée. D'ailleurs, une partie élevée de personnes qui se convertissent au végétarisme rechutent par la suite, n'arrivant pas à tenir cet engagement finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment des difficultés pratiques, des difficultés sociales aussi, puisqu'il peut y avoir un rejet, et puis également la peur peut-être de manquer de certains nutriments dont il faudrait s'alimenter régulièrement. Et même si l'on sait aujourd'hui qu'il est possible d'être en bonne santé sans consommer de chair animale, encore faut-il s'alimenter correctement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un futur, Laurent Bègue, où il n'y aurait plus du tout de viande dans nos assiettes? Alors, il y a effectivement aujourd'hui des start-up qui se lancent dans la production de viande de laboratoire, effectivement, de viande de culture. On ne sait pas vraiment aujourd'hui si le public va être intéressé par ces nouveaux produits, parce que il faudra que ces produits puissent apporter des garanties concernant à la fois leur impact environnemental, concernant leur impact sur la santé des consommateurs. Et tout cela, évidemment, ça va compter beaucoup dans la réception de cette nouvelle industrie. Laurent Bègue, merci. Merci. Voilà, Dans la tête d'œuf, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. Portez-vous bien.